Midi. Bonjour à tous et bienvenue sur IDF1 Midi, ravi de vous accueillir. Alors aujourd'hui, c'est mardi, comme vous le savez, nous allons parler d'esthétique. Oui, ça nous concerne toutes et tous. Alors pour ce, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur, le docteur, tout simplement, Lionel Choucroune, et nous allons parler de la chirurgie esthétique faciale. Bonjour. Alors, bonjour Lionel, on va se préparer en prenant, c'est plus facile. Avec plaisir. Alors Lionel, vous qui êtes à la maison, bien évidemment, c'est un sujet qui passionne tout le monde, et oui, c'est comme ça. Alors, si vous avez des questions à poser, on est là pendant 40 minutes pour vous en direct. Je vous rappelle le téléphone 0892 780 777. Vous avez déposé des questions sur le site d'IDF1, www.idf1.fr. On va tâcher d'y répondre aujourd'hui. On a les petites questions Internet qui sont en boîte. Alors, on va commencer déjà par... une question, on va commencer par le début. La chirurgie faciale, c'est quoi? La chirurgie faciale, comme son nom l'indique, la chirurgie du visage. Du visage. Alors, c'est réparatrice, c'est esthétique, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? C'est un peu difficile de mettre une barrière entre la chirurgie réparatrice et la chirurgie esthétique. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que la spécialité est une triple spécialité, en fait, qui inclut la chirurgie plastique, la chirurgie réparatrice et esthétique. Ce sont trois spécialités, en fait, qui n'en sont qu'une et qui sont liées les unes aux autres. Alors, est-ce qu'un chirurgien fait les trois? Ou en fait, une seule? Un vrai chirurgien plasticien fait les trois, absolument. La formation de chirurgie esthétique s'apprend dans les services de chirurgie plastique et réparatrice. Systématiquement, chaque chirurgien passe par ces étapes ou c'est votre choix et votre décision quand vous étiez étudiant? Non, un chirurgien qui a la formation de chirurgien plasticien est passé par ces étapes-là. Obligatoirement. Obligatoirement. Absolument. Tous. S'il n'est pas passé par ces étapes-là, il n'a pas eu la formation d'un chirurgien plasticien et donc il n'est pas chirurgien plasticien. Alors là, aujourd'hui, on va ça veut dire se cantonner, c'est pas se cantonner, on va parler plus précisément de la chirurgie faciale. Ouais. Mais est-ce que vous faites tout type de chirurgie pour Oui, le absolument. corps? Oui, tout à fait. Donc, quand on est chirurgien plasticien, a priori, on est des chirurgiens généraux, entre guillemets. Après, on peut avoir un dada, entre guillemets. C'est ça. On peut avoir une spécialité, un dada, quelque chose que vous aimez plus particulièrement faire. Qu'on aime plus particulièrement faire, absolument. Alors, pourquoi c'est parce que le résultat, quand un chirurgien, par exemple, s'investit sur les nez, par exemple, oui. C'est parce qu'il les fait bien, parce qu'il rentre dans un critère de beauté qui correspond à une époque, non, parce qu'il aime ça? Parce qu'il aime ça. Parce qu'il aime ça, c'est une chirurgie qui le passionne, et parce que il faut bien comprendre que tout ce qu'on fait, ça nous passionne, et qu'il a voulu se spécialiser ou faire beaucoup plus de rhinoplastie parce que c'est une chirurgie vraiment qui le passionne et qui l'intéresse, et auquel cas il oriente son activité sur la rhinoplastie, par exemple. Alors vous, est-ce que vous avez quelque chose comme ça que vous aimez plus particulièrement faire? Alors, il y a des choses que j'aime plus particulièrement faire. Ça se dessine un petit peu en fonction des demandes, si vous voulez. Alors, il est vrai que la chirurgie du nez, pour prendre cet exemple-là, donc la rhinoplastie, c'est une chirurgie fréquente. On a des demandes fréquentes. Parce que c'est le plus facile, parce que c'est ce qu'on le nez au milieu du visage, c'est ce qu'on voit le plus quand le nez n'est pas très joli? Non, parce que les gens ont une demande très souvent orientée sur le nez. Est-ce que c'est parce qu'ils sont au milieu du visage? Je ne crois pas. C'est parce qu'ils sont souvent omnibulés par leur profil, essentiellement. Ouais. D'accord, le profil. Ouais, alors, c'est drôle. Effectivement, le profil était souvent quelque chose où on nous demande, faites quelque chose pour mon profil. Alors, est-ce qu'on a un bon ou un mauvais profil? Oui, classiquement, on dit qu'on a un meilleur profil que l'autre, effectivement. Ouais, c'est vrai. Ça apparaît surtout sur les photos. Les gens viennent nous voir en disant, je supporte pas qu'on me prenne en photo de profil, parce que je n'aime pas mon profil droit, par exemple. D'accord, voilà. Et ils n'aiment pas leur profil droit parce que parfois, s'ils ont une déviation du nez, eh bien, cette déviation est plus apparente côté droit plutôt que le côté gauche. Une espèce de bosse qui peut apparaître sur le nez du côté droit et ne pas être apparente du côté gauche. Ou vice-versa. Ou vice-versa, absolument. Donc, effectivement, les gens vous demandent de soigner, entre guillemets, leur profil. Très bien. Voilà. D'accord. Donc, vous, ce sera un petit peu le nez, non ? Pas spécialement. J'aime beaucoup faire les rhinoplasties, effectivement, mais j'aime bien globalement la chirurgie de la face, qui est une chirurgie qui me passionne. D'accord, très bien. Vous avez plus de patients hommes ou femmes? J'imagine femmes, mais les hommes, c'est un petit peu en... Ça augmente, non? Effectivement, on a plus de... La patientèle est essentiellement féminine, mais les choses changent. Les hommes viennent de plus en plus à la chirurgie esthétique. Les demandes des hommes... Lifting, les hommes pratiquent le lifting? Oui, absolument. Les hommes demandent majoritairement le lifting, la chirurgie des paupières, qui va souvent avec le lifting, la chirurgie du nez, bien entendu, chirurgie des oreilles,
oreilles décollées. Mais On a ça autant de se demandes. fait jeune, ça. Oui, mais il y a des demandes qui sont plus Parce que tardives. moi, je vais vous le dire, moi je l'ai fait, mais j'avais 7 ans. Oui, absolument. Vous voyez, C'est ce j'étais qu'on fait. petite fille. C'est ce qu'on fait majoritairement, Donc, mais il y a voilà. il y a des gens qui le supportent jusqu'à un Donc certain âge. c'est les Et parents qui décident pour vous, parce qu'à 7 ans, c'est pas moi qui ai dit... Vous faites bien Voilà, d'en mais ça, parler. on va en parler après. Vous faites bien d'en parler parce que, justement, moi quand j'ai des On va en parler après. D'accord, avec Hein, plaisir. qu'on finisse, parce que sinon, voilà, à partir- il faut qu'on en reparle parce que c'est très intéressant ce que Voilà. vous avez dit. Donc on parlait, donc les hommes font lifting, paupières... Le nez, absolument. Voilà, oreilles. D'accord. Et souvent, ils ont des demandes sur le cou, très fréquemment. Bah, parce que souvent, ça Ouais, ballotte, absolument, là. tout à fait. Ouais. Donc on leur propose aussi une C'est à chirurgie du partir cou. de quel âge généralement? il y a- Les hommes viennent plus tôt que les femmes, viennent plus tard que les Je ne femmes? pense pas que ce soit un problème d'âge. Je crois que c'est un problème d'indication. Par exemple, les hommes sont souvent des hommes qui, à travers leur activité professionnelle, sont très souvent en repas d'affaires, etc. Ont etc. besoin de maintenir un... Donc, non. Et du fait de leur alimentation d'accord. liée à leur emploi, ils ont beaucoup de mal à maintenir une ligne à peu près cohérente. Et pour le coup, soit ils commencent à avoir des conséquences de cette alimentation très tôt. Ce que j'entends très tôt, c'est 35 ans, par exemple. Lifting à 35 ans? Non. Demande à 35 ans de corriger quelque chose. D'accord. Soit ils ont une demande plus tardive. Bah, En à général, 35 ans, ça va plutôt être 45 ans. lié à l'alimentation, ça va être des liposuctions. Essentiellement, au niveau du cou, quand il y a des demandes, c'est des lipos. Bien entendu, on accepte ce type de chirurgie si on est sûr qu'il n'y ait pas un problème de poids sous-jacent. Si le patient vient me voir et qu'effectivement, à l'origine, son problème était plutôt un problème de poids, il est bien évident que je vais lui demander de perdre du poids avant d'envisager quelque chirurgie que ce soit. Oui, parce que ça sert à rien. Absolument, tout à fait, ça ne sert à rien, tout à fait d'accord. Et puis la liposuction n'est pas un traitement du poids, c'est un traitement de la silhouette. Un traitement de la silhouette chez les gens qui n'ont pas de problème de poids. Donc je le dis. C'est pour voilà. corriger un défaut Voilà. de la silhouette et non voilà. pas. Je dis pour, là aux téléspectateurs et téléspectatrices, si vous avez des problèmes de poids, il faut aller voir des médecins Pour le poids. qui vont régler votre problème de poids avant toute chose. La liposuction ne règle pas les problèmes de poids, ça règle les problèmes de silhouette. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a des gens qui utilisent un petit peu la liposuction pour régler un problème de poids. Ça existe? Alors, quand j'entends problème de poids, j'entends problème de poids pathologique. S'il y a 4 ou 5 kilos de trop, c'est pas un problème de poids. J'entends les problèmes de poids des gens qui ont un surpoids limite obésité. D'accord. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme type de différentes opérations pour le visage? Qu'est-ce qu'on a à faire? Alors, enfin, je ne veux pas classifier les interventions. Vous avez ce qu'on appelle la chirurgie de la sénescence du visage. Alors, Ouais. Ce qu'on appelle la sénescence du visage, c'est simplement le vieillissement. Toutes ces chirurgies sont regroupées autour des liftings, en sachant qu'il y a plusieurs liftings. Je pense qu'on y reviendra. Ouais. Donc ça, c'est une chose. Vous avez la chirurgie du nez. Ouais. On en a parlé, la Alors, rhinoplastie. voilà, ça c'est un nez ou trop long, ou trop bosse, court, ou trop épais, court, avec une voilà. bosse. Un nez qui est moche. Oui, qui est moche. Je fais des raccourcis des fois. Je fais des raccourcis, je suis très forte. C'est tellement subjectif que c'est difficile à dire. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il peut apparaître moche pour le patient, très beau pour le chirurgien et vice-versa. Voilà. Beau pour le chirurgien, Et moche là, pour ça le va être patient. très compliqué. C'est très compliqué. Voilà. Ou des fois, les gens reviennent pour faire quelque chose et vous, c'est pas ça que vous referiez sur la patiente ou le patient, peut-être aussi, ça doit vous arriver. La personne Oui. vient pour le nez, mais peut-être que vous referiez autre chose, le menton par exemple. Par exemple, mais alors, le menton, vous avez bien fait d'en parler, c'est quelque chose de particulier. C'est à nous de proposer aux patients, notamment quand il y a une demande. Je vous parlais du profil tout à l'heure. Il y a une intervention qu'on appelle la profiloplastie, en fait, où on va essayer de modifier le profil du patient, notamment si on est amené à modifier son nez, notamment les volumes de son nez. On va être obligé de modifier aussi les volumes de son menton pour harmoniser les choses. D'accord. Et ça, c'est nous qui lui proposons, lui disant... Écoutez, monsieur ou madame, effectivement, on va changer la morphologie de votre nez et donc le volume de votre nez. Il faudra peut-être modifier Pour ça aussi. harmoniser, il serait bien soit d'avancer ou de reculer votre menton. C'est souvent des modifications infimes, mais qui ont leur importance et qui s'intègrent dans une espèce de modification. En fait, ce sont des proportions. Voilà. On a des proportions, des règles de proportion. Ce ne sont pas des règles mathématiques, mais ce qu'on appelle des règles morphométriques. Voilà, pour être un peu scientifique. D'accord. Voilà. Et selon ces règles morphométriques, nous sommes amenés à proposer aux patients des modifications du menton associées à leur rhinoplastie. Très bien. On a un appel, on va le prendre tout de suite. Oui. Donc on a vu brièvement, effectivement, tout ce qu'on pouvait faire sur le visage, qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais on n'a pas tout vu. Mais voilà, je vous ai parlé des liftings, il y a la chirurgie du nez, Voilà, il y a on la a chirurgie dit, des oreilles. Il y a les oreilles, on a D'accord. évoqué. La chirurgie du cou, mais qui s'intègre
avec la chirurgie des liftings. Chirurgie du cou, c'est lifting. Lifting, absolument. La chirurgie des paupières. On ne peut pas agrandir ou rétrécir, on est bien d'accord. C'est dommage. Absolument pas. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu comme Non, ça. en Afrique, ils savent le faire avec. Ah, ou alors tout petit, il faut mettre les... Bonjour, bonjour. Bonjour, Bonjour, comment vous appelez-vous? Charlie, Bonjour Charlie, vous nous appelez Charlie. d'où? de l'Essonne. L'Essonne. De l'Essonne. Très bien Charlie, on vous écoute. Alors moi je voulais demander, en fait, disons que j'ai un nez assez crochu. J'aimerais le faire refaire, mais j'avoue que j'ai assez peur après des conséquences que ça peut avoir, enfin des marques que je pourrais éventuellement avoir après. Vous pourriez me donner plus d'indications là-dessus? Écoutez, la chirurgie du nez, comme n'importe quelle chirurgie, a des suites opératoires. Quand on refait un nez, on est souvent amené à modifier la forme des os et des cartilages. Quand on modifie la forme d'un os ou d'un cartilage, ça saigne, et ça saigne sous la peau. Et ces petits saignements vont avoir pour conséquence de provoquer certains gonflements et ce qu'on appelle des ecchymoses, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement des bleus ou des yeux au beurre noir. Voilà. Donc il faut, c'est la conséquence de cette chirurgie, qui est une conséquence par contre qu'on ne peut pas contourner. Donc il faut accepter ces suites opératoires qui sont en général de l'ordre d'une quinzaine de jours pour la disparition quasi complète des ecchymoses. D'accord. Très bien. Ça va, c'est pas très lourd, 15 jours. Bon, 15 jours, j'ai bien dit la disparition quasi complète. Hein. Ouais. La disparition complète, ça peut être parfois un mois chez certains patients. Donc pendant un mois, on ne peut pas sortir, on n'est pas Si, visible. on peut sortir. Si, on peut sortir. Alors, l'avantage chez les femmes, c'est que c'est parfaitement maquillable. Chez l'homme, bon, c'est plus difficile de demander de maquiller. Oui, de poudrer dans la rue, ça mais fait on peut pas. très bien sortir sans aucun problème. Et si on nous pose des questions, on peut tout à fait dire qu'on J'ai sait pris que... la porte. Absolument. Voilà. Tout à fait. Et est-ce que l'arrêt de travail qui s'ensuit, il y a un arrêt de travail? Ça dépend si les gens ont un métier public ou pas. Est-ce qu'ils travaillent en clientèle ou pas en clientèle? S'ils ne travaillent pas en clientèle. S'ils ne travaillent pas en clientèle, seuls devant un ordinateur ou dans un bureau où ils ne voient pas de clientèle, ils peuvent aller travailler, il n'y a aucune contre-indication. Donc ils se font opérer le vendredi, le lundi, ils vont Oui, se en sachant repérer. qu'ils auront travaillé avec un plâtre, le plus souvent. Oui, bah, Enfin, comme un plâtre ou une attelle, dans tous les cas. Oui, quoi, voilà, ils auront quelque chose sur le visage, mais ils peuvent. à fait. Voilà, parce que Tout ça à fait. devient compliqué si les gens doivent derrière avoir 15 jours d'arrêt. Ça peut. Vous savez, c'est de la chirurgie esthétique, donc C'est pas en une maladie, général, voilà. c'est pas des arrêts de travail, les gens prennent des vacances. Ouais, c'est ça. Absolument. Voilà. On a répondu? Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, parce que vous êtes très motivé pour refaire le nez? J'ai un peu peur, je dois avouer que j'ai un peu peur, mais bon, faut bien se lancer de toute façon. C'est quelque chose qu'on vit assez mal, donc... Alors autant justement, se faire cette un peu peur, plus, et voilà. cette peur, elle est logique. Est-ce que vous vous occupez un petit peu aussi de l'aspect psychologique? Bon, on s'occupe de l'aspect Complètement. physique en rectifiant les choses disgracieuses, entre guillemets, parce que tout ça reste très subjectif, on est bien d'accord. Et l'aspect psychologique, c'est vous qui le faites ou c'est quelqu'un d'autre? Alors, l'aspect psychologique est une partie très très importante de notre métier. Quand un patient vient nous consulter pour une première fois, cette première consultation dure environ une petite heure, autour de laquelle on va naturellement parler de l'intervention. Et surtout, nous, chirurgiens, on va essayer de dépister le pourquoi de cette intervention chez le patient. Il est bien évident que si on arrive à dépister ou à démasquer un gros trouble de la personnalité derrière cette demande, il ne faut surtout pas s'aventurer à essayer de le résoudre par un acte chirurgical, quel qu'il soit. Et bien entendu, adresser le patient à un médecin compétent qui pourra, avant toute chose, régler ce trouble de personnalité et éventuellement, secondairement, intervenir. Maintenant, dans d'autres cas, le complexe est parfois évident. C'est-à-dire, le patient vient vous voir et vous dites « je comprends votre complexe » et auquel cas, vous êtes persuadé qu'en opérant le patient, vous allez régler et soigner son complexe. Parfois, on ne comprend pas le complexe du patient parce que le trouble que lui nous signale, nous, on ne le voit pas. Et c'est surtout là où il faut faire très attention et essayer de démasquer... C'est-à-dire, le trouble, vous ne le voyez pas. C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à savoir vraiment quelle est la motivation du patient pour faire cette opération. Je vous prends un exemple tout bête. La semaine dernière, j'ai vu une jolie demoiselle qui est venue me voir en me disant « je ne supporte pas la bosse sur mon nez. Je ne la vois pas, moi, la bosse. » Et elle me dit « mais regardez, quand je touche, je sens la bosse. » Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je lui dis « mais... que vous la sentiez, moi-même je la sens quand je touche, mais je ne la vois pas. Donc si je ne la vois pas, on a les mêmes yeux, je suppose que vous ne la voyez pas non plus. Et cette jeune fille ne voyait que ça, et en fait le simple fait de sentir cette bosse, pour elle, elle était persuadée qu'on la voyait. Et pourtant moi je ne la voyais pas, cette bosse. Je ne peux pas opérer une bosse que je ne vois pas. Bah, bien sûr. Et je lui ai dit, madame, je ne peux pas vous enlever une bosse que je ne vois pas. Et elle est partie déçue.
hein, et je ne peux rien faire dans ce cas-là. Essayez de l'adresser à une personne compétente qui va essayer de lui faire accepter ce petit défaut. Pourquoi pas, hein. Mais c'est difficile de dire à une patiente, écoutez madame, vous venez me voir pour un problème esthétique qui est une petite bosse sur le nez, je vous conseille d'aller voir un psychologue ou un psychiatre parce que je pense que ça ne va pas chez vous. C'est très difficile. Alors parfois, il y a un trouble dangereux pour la personnalité et là, il ne faut même pas hésiter, il faut adresser les gens chez un psychiatre, ça c'est clair, hein. Et je pense essentiellement à la dysmorphophobie, qui est un trouble de l'image corporelle, hein, mais un trouble profond de l'image corporelle. Il faut absolument dépister ces patients-là. Si on ne les dépiste pas, c'est très dangereux. C'est-à-dire, ils peuvent tomber C'est dans très dangereux pour l'anorexie. eux. C'est dangereux pour eux. Oui, parce Non, que c'est des gens qui se voient gros, qui se voient... Pas du tout. C'est des gens qui ont une image déformée d'eux. Tout à fait déformée de leur corps. Mais et quoi que vous leur fassiez, cette image sera toujours déformée. Je crois que l'image le plus médiatique qu'on ait pu connaître de dysmorphophobie, c'est Michael Jackson. Ouais. Qui est un exemple, bien sûr. Qui est un exemple de dysmorphophobie évident. Alors, c'est un petit peu caricatural, mais c'est malheureusement une maladie qu'il faut savoir dépister et surtout ne pas opérer ces patients-là et savoir les adresser à nos collègues compétents qui peuvent les aider. Donc, c'est très, très important. Alors, si par exemple, une patiente vient avec une photo... elle veut ressembler à la photo du magazine. Il ne faut surtout pas l'opérer. Surtout pas l'opérer. Surtout pas l'opérer. De toute façon, vous n'êtes pas, on ne peut pas faire de miracle non plus. Alors, il y a des choses qu'on peut modifier, qu'on peut corriger, mais on ne peut pas forcément Comme je dis souvent à mes patients, s'il y en a certains qui me regardent, ils vont me reconnaître. Je ne suis pas un magicien. Nous ne sommes pas des magiciens. Nous n'avons pas de remède miracle. Nous utilisons des techniques chirurgicales. Ces techniques chirurgicales ont des indications. Ces indications, il faut les respecter, sinon on n'a pas de bons résultats. Si on sort du cadre de ces indications et qu'on pratique ces interventions en dehors du cadre des indications, ça ne peut pas marcher, ça donne de mauvais résultats. Et les patients sont de toute façon pas satisfaits. Donc, mesdames et messieurs les patients, si un chirurgien vous dit « je ne veux pas vous opérer parce que je ne vous rendrai pas service », dites-vous bien qu'il vous rend service. Absolument. Voilà, il ne faut pas courir tous les chirurgiens pour essayer de finir par en trouver un qui va vous opérer. De toute façon, si vous courez les chirurgiens, vous trouverez un chirurgien qui vous opérera, malheureusement. Voilà, j'ai un principe, enfin, je m'exprime, je pense, au nom de tous mes collègues. Je pense que quand on opère un patient, en chirurgie esthétique ou toute autre chirurgie, quelle qu'elle soit, on doit rendre un service au patient. Si le résultat après la chirurgie, si on est persuadé que le résultat après la chirurgie sera meilleur qu'avant la chirurgie, il faut opérer ce patient. Si à l'inverse, on pense que cette chirurgie n'apportera rien au patient, il ne faut pas opérer ce patient. C'est une règle d'or. Qui est simple, oui. Qui est simple, mais c'est une règle de médecine, c'est même pas une règle de chirurgie. Vous avez des maladies, les maladies ont des symptômes et il y a des traitements. La chirurgie esthétique, si on voit ça d'un côté médical, c'est une maladie. Admettons une bosse sur le nez, par exemple. C'est une maladie. Le symptôme, c'est une bosse sur le nez, c'est-à-dire une maladie du profil. Le traitement, c'est d'enlever cette bosse. Donc on fait une rhinoplastie. Donc on a administré un traitement qui a donné un résultat. Si je reprends l'exemple de la jeune fille que j'ai vue la semaine dernière, la bosse n'existe pas. En tous les cas, elle existe, mais au palpé, on ne la voit pas. Si j'essaie de faire une chirurgie sur quelque chose qui n'existe pas, je ne suis pas un bon chirurgien. Voilà, tout simplement. On va prendre l'appel. Bien sûr. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Zora. Bonjour Zora, vous nous appelez d'où? D'Épinay. D'Épinay. Alors, on vous écoute, Zora. Eh bien, moi, j'aurais voulu poser une question par rapport au lifting du visage, par rapport à un affaissement un peu au niveau autour de la bouche. Oui, madame, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Zora, il faut absolument que vous éteigniez le son de votre télé. Il y a un retour et on se parle en décalé. C'est pas possible. Vous coupez tout de suite et vous nous parlez avec le téléphone et vous n'entendez pas le son de la télé. D'accord, ok. Donc, ce serait pour faire un lifting au niveau du contour de la bouche, pour faire, je ne sais pas comment... Enlever les ridules. Le visage un petit peu. Qu'est-ce qui se passe autour du contour? Effacer cet affaissement qui se trouve autour de la bouche. Qu'est-ce que vous appelez un affaissement autour de la bouche, madame? C'est-à-dire, ça part de la narine et ça redescend le contour de la bouche. D'accord. Donc vous parlez de cette partie-là du visage qui a tendance à tomber sur la bouche, c'est ça? Voilà. D'accord. Vous avez quel âge, madame? 48 ans. D'accord. Alors, pour répondre à Zora en même temps, je vais expliquer justement ce que c'est le lifting. Contrairement aux idées reçues, le lifting ne traite pas les rides. Voilà. On dit je n'ai plus de rides parce que j'ai fait un lifting, cette patiente-là n'a pas de rides, elle est liftée, etc., etc. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. La ride, c'est une maladie de la surface de la peau.
Le lifting, ça va traiter ce qu'on appelle médicalement la ptose, c'est-à-dire la chute. To lift, en anglais, ça veut dire remonter. Donc les patientes qui vont consulter pour un lifting parce qu'elles sont ridées, par exemple, c'est pas une bonne idée. Quand on va faire un lifting, c'est parce que la patiente a un problème de chute du visage. Qu'est-ce qu'on appelle... Oui, enfin c'est plus une chute musculaire, plus exactement, et cutanée. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les joues vont avoir tendance à tomber. S'affaisser, oui. À s'affaisser, absolument. Et ça va créer ici ce qu'on appelle des bas-joues. Au niveau du cou, les muscles vont avoir tendance à s'affaisser, et c'est ce qu'on va appeler ici des fanons. Et ceux dont nous parle Zora, ce sont en fait la chute de cette partie du visage sur la bouche qui va provoquer ce pourquoi elle nous demande est-ce qu'on peut y faire quelque chose. Alors, par rapport à ce que vous me décrivez, je ne vous ai pas vu, mais par rapport à ce que vous décrivez, la chose qu'il faudrait faire, c'est ce qu'on appelle un lifting cervico-facial. Comme son nom l'indique, c'est un lifting qui consiste à remettre en tension les muscles et la peau du cou et de la partie moyenne et basse du visage. Cette chirurgie a pour conséquence de réovaliser le bas du visage et de remonter cette fameuse partie des joues qui tombe sur la bouche. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que 48 ans... Alors, attendez, Zora. Est-ce que 48 ans, c'est pas un peu précoce pour faire un lifting? C'est pas un problème d'âge, c'est un problème d'indication. D'accord. Donc, ça dépend vraiment de chacun? Je connais des patientes à 60 ans qui sont pas ptosées, mais ridées, par exemple. Ouais. J'en connais d'autres à 48 ans qui sont très ptosées. D'accord. Et ridées à la fois? Et ridées à la fois. Tout est possible. Donc, on peut être ridé sympa. et ptosé, on peut être non ridé et ptosé, on peut être non ptosé et ridé. C'est chouette. Absolument. Et on ne peut pas être ni l'un ni l'autre? Et bien entendu, Non. non ridé et non... Bien sûr. Alors, on n'est pas tous égaux face à ça? Pas du tout. Au relâchement de la peau, aux rides? Absolument pas. Est-ce qu'il y a des astuces pour prévenir un petit peu ça, justement? Manger des vitamines, faire je du crois sport, alors, s'oxygéner, bien entendu, les règles hygiéno-diététiques de vie saine ne peuvent être que de bons conseils. Faire du sport, manger sainement, ne pas prendre trop de poids. Tout ça sont des règles hygiéno-diététiques qui sont valables pour être en bonne santé. Maintenant, la chirurgie préventive, je crois que ça n'existe pas. Bah, non. Faire une chirurgie en prévention... Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas les injections? Alors, c'est autre chose. En préventif? Alors, c'est autre chose. Les injections... Alors d'abord, c'est pas de la chirurgie, c'est de la médecine esthétique, mais... En prévention de l'acte chirurgical? Alors non, ça ne viendra jamais en prévention de l'acte chirurgical. Je vous disais tout à l'heure que... On ne gagne pas du temps grâce à ces injections? Parce qu'il me semblait que maintenant, grâce ou à cause du Botox, je ne voulais pas dire la marque, mais je cherchais le nom. C'est pas une marque, c'est une molécule. C'est une molécule, donc tout va bien. Justement, on ne faisait maintenant plus que des demi-liftings et non plus des liftings complets comme ça se pratiquait il y a quelques années. Non, alors ce que vous dites là, c'est très très raccourci, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est ça. C'est pas du tout comme ça se passe. Alors, on va remettre les choses en place. Je l'ai dit, j'aime bien faire des raccourcis. Non, mais c'est très bien, tant mieux, ça me permet de les éclairer parfaitement bien. Voilà, on va remettre les choses en place. Vous avez effectivement, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a la ride est une maladie de la surface de la peau. Ouais. D'accord? Et vous avez la ptose, qui est une maladie des téguments, c'est-à-dire de la peau et des muscles qui en Zora a raccroché, excusez-nous Zora, on ne vous a pas dit au revoir, mais le cœur y est. Ça y est. Au revoir Zora. Quand on fait un lifting, on va traiter les problèmes de ptose, donc de chute. Mais on ne va pas pour autant traiter les femmes ptosées et ridées. Donc on va corriger la ptose en les liftant, mais par contre on ne va pas s'occuper des rides, entre guillemets. Je vous disais que la ride était un problème de surface de la peau. Alors comment fait-on? Parce que là, on a compris, on peut régler le problème, par exemple, de Zora qui a un affaissement, on peut le régler. Absolument. Grâce à un acte chirurgical. Tout à fait. La ride, que fait-on? Alors la ride, c'est un traitement de surface. Donc on peut... Donc moins profond? C'est un traitement de la surface de la peau. Donc on... D'accord. Alors c'est-à-dire que on peut combler cette ride, donc la remplir. Donc grâce aux injections? Alors remplir grâce à quoi? Aux injections. Au l'acide... L'acide hyaluronique. Il existe d'autres molécules, mais la seule chose et la partie commune à toutes ces molécules, c'est qu'elles doivent être résorbables. C'est-à-dire qu'on met ce produit et au bout d'un certain temps, en fonction de certaines molécules, 8 mois, 10 mois, 12 mois, 2 ans maintenant pour certaines, le produit a totalement disparu. Ça, c'est très important. Il y a quelques années, on pratiquait des injections de silicone pour ce type de choses et ça a... Il y avait les fils d'or, il y a plein de choses. Il y avait plein de choses. Mais en tous les cas, un comblement doit se faire avec un produit qui se résorbe, à plus ou moins long terme, Pourquoi? mais quoi qu'il en soit, qui se résorbe. Pourquoi? Parce que le visage bouge? Pas du tout. Je reprends simplement l'exemple des silicones. Il ne se passe rien pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans. Et subitement, au bout de 15 ans, les patientes font des inflammations
suite à ce corps étranger qui reste sous la peau. Et là, c'est des drames. C'est-à-dire? C'est des drames, faut c'est-à-dire il faut retirer le matériel. Comment peut-on retirer, justement? On est obligé de faire des cicatrices apparentes, le plus souvent, malheureusement, surtout si c'est sur le visage. Donc c'est vraiment dramatique. D'accord. Donc, mais ça n'existe plus, je crois. Ça n'existe plus. Les matériaux non résorbables existent, mais fort heureusement, on n'en injecte plus. Mais on a encore, malheureusement, des drames que l'on voit parce que ça a été injecté il y a à peu près une quinzaine d'années. Mais c'était moins réglementé. Donc, je parlais du comblement, donc essentiellement les acides hyaluroniques, je crois que c'est ça qu'il faut retenir, qui vont combler la ride. Vous avez parlé du Botox. Le Botox n'a rien à voir avec l'acide hyaluronique. Tout à fait. Voilà, l'acide hyaluronique est une substance qui comble. Le Botox, ça paralyse le muscle. Ça bloque le muscle. Ça bloque le muscle. Voilà. Effectivement, ça bloque le muscle. Alors, vous me disiez, est-ce qu'on peut faire des injections pour prévenir le fait d'avoir... Pour éviter, pour gagner du temps. Alors, je vais vous répondre non. Je vous ai expliqué que les injections, ça traitait un problème de surface et que la chirurgie, ça va traiter un problème de ptose. Si vous n'avez qu'un problème de surface sans ptose, bien entendu, en faisant des injections, on n'aura pas besoin de vous opérer. À l'inverse, vous n'avez aucune ride, mais vous êtes très ptosé. On a beau vous injecter, entre guillemets, là, ça sert à rien. On sera quand même obligé de vous opérer pour régler le problème de la ptose. ptose. Même ça va donner plus de poids et ça va affaisser encore un peu plus. On peut voir ça comme ça de façon schématique. La seule chose pour laquelle l'injection a remplacé la chirurgie, c'est le lifting frontal. Le lifting frontal est un lifting qui concerne cette partie du visage et qui consistait, à l'époque où on en faisait encore, à bloquer les muscles frontaux. Comment on faisait pour les bloquer, ces muscles-là? On les abordait, que ce soit par voie chirurgicale ou par voie endoscopique, c'est-à-dire qu'on mettait une petite caméra sous la peau et on détruisait en partie ces muscles-là. Eh bien, aujourd'hui, avec le Botox, on n'a plus besoin de faire ça, puisque le Botox va avoir exactement la même action que ce que nous faisions chirurgicalement, c'est-à-dire de bloquer ce fameux muscle, enfin ces fameux muscles, en l'occurrence les muscles frontaux et bien d'autres. D'accord. La seule différence, c'est que le Botox a une action qui est limitée dans le temps, à peu près 6 à 7 mois, et qu'il faut recommencer cette injection tous les 6 à 7 mois. Mais l'action va être exactement... Est-ce que vous pratiquez encore ce type de chirurgie pour le front? Honnêtement, les liftings frontaux, moi, je n'en fais plus. Quand les patientes sont demandeuses d'un lifting frontal, je leur dis non, madame, ou non, monsieur, c'est pas la peine, je vous fais du Botox. Oui, c'est plus simple, je pense que c'est moins lourd. Quoi, c'est moins lourd. C'est beaucoup moins lourd, absolument. Oui, là, c'est clic-clac. Non, et puis surtout, ça se pratique au cabinet, sans anesthésie, etc. Voilà. Donc c'est effectivement beaucoup moins lourd. Est-ce qu'il y a un risque avec le Botox? Bien entendu, vous l'avez dit vous-même, c'est une substance paralysante. Donc si elle est faite par des gens... Mal injectés, dans des mains non entraînées. Il faut savoir en France que pas beaucoup de spécialités ont l'autorisation, entre guillemets, ce qu'on appelle l'AMM, pour injecter cette substance. Les dermatologues, les chirurgiens plasticiens, les chirurgiens cervico-faciaux. D'accord. Et maintenant les médecins. Les ORL, à l'origine, c'était les ORL. Cervico-faciaux, les chirurgiens maxillofaciaux, les chirurgiens ORL. Parce qu'en fait, c'est une toxique qui était utilisée depuis des années. En ophtalmologie, absolument. C'est une substance qui était utilisée en ophtalmologie, notamment pour la correction des strabismes. On paralysait les muscles qui tiraient trop sur le globe oculaire. Donc on a du recul. Tout ça pour dire ça, c'est qu'on a du recul sur ce produit. On a du recul, absolument. Et puis cette substance-là, telle qu'elle est utilisée en médecine esthétique, est une substance que l'on maîtrise très très bien. Et si c'est pas fait entre des mains entraînées, bien entendu, c'est dangereux. Parce qu'il faut savoir l'injecter exactement là où il fait pour paralyser le muscle à paralyser. Alors ça peut être dangereux jusqu'à quelle mesure? Par exemple, pour vous donner... On peut avoir l'œil qui tombe ou des choses comme ça, mais... Ça peut être même plus grave que ça. Vous pouvez paralyser ce qu'on appelle un muscle oculomoteur. Alors un muscle oculomoteur, c'est un muscle en fait qui permet de bouger le globe oculaire. Si ce muscle est paralysé, le globe oculaire ne bougera pas. Et ça dure 6 mois. Et ça dure 6 mois, absolument. Alors, on a des substances qui sont des antidotes pour essayer de diminuer un petit peu l'action de la toxine, mais c'est quand même dangereux. Pour voir les choses encore plus dangereuses, si on s'amuse à faire des injections ici sur un muscle qu'on appelle le possier de Botox, on peut plus et qu'on va un petit peu trop profondément et qu'on paralyse la déglutition, là les patients peuvent faire des fausses routes et là on peut mettre en jeu le pronostic vital, etc. Carrément. Donc vraiment, la substance... Mais c'est injecté dans le cou? On est amené à injecter parfois pour injecter le muscle qui est ici, le platysma, pour essayer de le détendre un petit peu, absolument. Oh, quelle horreur! Ah oui, ça fait peur. Oui, on peut en mettre aussi sur le menton, pour les ridules du menton, etc. Ouais. Donc on peut en mettre à plusieurs endroits. Donc il faut bien comprendre que l'acide hyaluronique comble et la toxine bloque.
D'accord. Voilà, ce sont deux façons différentes de traiter les rides. Voilà, ce sont des choses différentes et ça Voilà. n'enlève pas Le Botox est essentiellement utilisé sur le front et pour le contour des yeux, de façon plus accessoire sur le menton ou le cou, mais c'est vraiment de façon plus accessoire. En ce qui concerne l'acide hyaluronique, ça va traiter les micro-ridules autour des lèvres, les sillons nasogéniens quand ils ne sont pas dus à une ptose, ça c'est Bien très sûr. important. Et enfin, toutes les micro-ridules qu'il puisse y avoir au niveau de la peau. Mais sachez que toutes les micro-ridules au niveau du contour des yeux, au niveau des lèvres, etc., ne peuvent pas être traitées par chirurgie. Alors après, il y a des procédés... la chirurgie. Alors si, il y a des procédés chirurgicaux Ah oui, parce que je qui, comprends voilà, pas. qui sont des traitements de surface. Et là, on va, entre guillemets, poncer la peau. Alors On va autour des poncer yeux, la qu'est-ce peau. qu'on peut faire justement? Il n'y a rien, il n'y a pas d'actes chirurgicaux, il n'y a pas d'injection. Autour des yeux pour les micro-ridules, si, le Botox marche très bien. Autour des Autour yeux, des yeux, ça marche même très en bien. dessous, on peut en mettre? C'est un peu plus délicat en dessous, mais en dessous, on a une chirurgie. Enfin, Il y a on une peut faire- chirurgie qui Oui, mais existe. ça ne va pas s'adresser aux micro-ridules. Ça va s'adresser aux éventuelles poches graisseuses que l'on peut avoir sous les yeux, qu'on va vider. D'accord. Maintenant, s'il y a des micro-ridules sous les yeux, on peut être amené simplement à les combler également. Voilà. Il existe des traitements chirurgicaux dont j'allais vous parler, qui sont les traitements de surface, ce qu'on appelle les resurfacing, en un terme anglo-saxon. Ça, vulgairement, c'est un ponçage de la peau. Ce C'est ponçage- une sorte de peeling un Alors, peu ce fort, un peu ponçage- costaud, non? ce ponçage peut être mécanique. C'est ce qu'on faisait avant avec des pierres abrasantes, en fait. Il peut être fait avec un laser qui va remplacer la pierre avec laquelle on va poncer. Et enfin, ça peut être un ponçage chimique, et auquel cas, le peeling. Voilà. Le peeling. Alors, vous avez des peelings avec des Ça substances. fonctionne bien? Les peelings marchent bien, mais Ça se pratique toujours, les peelings? Je oui, pensais que c'était un- oui, ça se pratique toujours, mais c'est toujours pareil, quoi, pour de petites ridules. des petites choses, Voilà, pour des donner de petites ridules. l'éclat ou pour enlever des petites taches. C'est un micro-ponçage, voilà. Hein, mais pour de petites ridules. Qu'est-ce qu'elle demandait le plus en chirurgie faciale? Écoutez, bon, la rhinoplastie, et il est vrai, est une demande fréquente. Hein. Mais il y a tant de ça, tant de gens qui ont des vilains nez. Oui. Non, qui n'ont pas des vilains nez, qui sont demandeurs de rhinoplastie, effectivement. Il y a pas mal de gens Par qui sont exemple, demandeurs. vous êtes chirurgien, vous avez un nez quand même imposant, vous avez un vrai nez. Oui, j'ai un vrai Ben, nez, un nez de mec, comme on dit. Un nez de mec, Ouais, voilà. absolument. J'ai Il pas est envie- très bien, ben voilà. Alors, Parce que dès qu'on a un vrai... On a des comédiens très connus qui ont des vrais nez. Je pense à Daniel Auteuil qui a une espèce de nez oui, comme ben, ça. il y a des nez très Il y en a réputés. Daniel plein. Auteuil, Gérard Depardieu, enfin, il y a en a des plein, nez quand absolument. même. Alors justement, ça tombe très bien. Alors, les demandes masculines sur les rhinoplasties, c'est très particulier. Parfois, des hommes viennent nous voir en disant mon nez m'embête, c'est un effort, etc., etc. Pour une femme, je comprends, mais pour un homme... il y a- Alors, pour un Ouais. homme, il y a des hommes qui ont des traits très fins, et la seule partie masculinisante de leur visage, c'est le nez. Donc, ces gens-là, ces hommes-là, qui ont des traits très fins, avec un effort, je pense qu'il ne faut pas les opérer. Parce que sinon, Ils deviennent féminins. on les féminise. Ils deviennent Absolument. trop tout à fait. féminins, oui, Et c'est très pas- souvent, je suis amené à refuser une rhinoplastie chez un homme ou à dire je veux bien, mais en faisant quelque chose de très, très doux, très minime, pour ne pas vous féminiser. Voilà. Parce que la partie masculinisante chez l'homme, c'est le nez. Ouais. Voilà. Chez les femmes, c'est tout autre chose. Effectivement, chez une femme, un effort donne un côté masculinisant et pour la reféminiser, Oui, tout à fait, on peut être c'est amené à très l'affiner un petit peu. compréhensible chez une femme. Maintenant, il faut prendre en considération les nez ethniques. Quand vous avez un nez très plat, très large chez une africaine, eh bien, c'est un nez. pareil, c'est cohérent. C'est pas que c'est cohérent, c'est même joli. C'est ce qu'on Oui, appelle. voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un nez négroïde, sans aucune Oui, ambiguïté. Et il faut laisser un nez négroïde chez une africaine. Oui, il parce faut que oui, laisser. c'est cohérent. Quoi, ça Il va avec faut- son visage. Absolument. voilà. Il faut laisser un nez asiatique chez une asiatique. Alors, et les Asiatiques Alors, qui s'ouvrent les yeux il y a souvent, alors souvent, on a des demandes de désasiatisation d'un Oui, nez, de pour les yeux. désasiatisation d'une paupière, etc., etc. Souvent, c'est les paupières chez les Asiatiques, plus Non, que il y a le des, nez. on a souvent des demandes de désasiatisation aussi d'un nez. Ah, c'est fou. Alors pourquoi voilà. Alors les asiatiques ont la particularité de ne pas avoir de relief à ce niveau-là entre les deux yeux. Ah, et donc d'accord. la demande, c'est de demander, les patientes nous demandent une reprojection de leur nez. C'est une chirurgie délicate pour laquelle je suis pas toujours d'accord. Et donc Pourquoi? Parce que c'est... parce que je trouve qu'il faut respecter l'ethnie de la patiente qu'on a en face de nous, Oui. enfin du patient ou de la patiente qu'on a en Alors ça, face de on nous. est bien d'accord, ça ne veut pas dire qu'une Africaine ne peut pas faire de chirurgie esthétique j'ai pas dit ça. et refaire un Non, nez non, parce qu'elle j'ai peut pas avoir dit un ça. vilain nez africain, Non, on peut être- voilà, Non, et non. qu'une asiatique peut avoir un vilain nez Mais asiatique et qu'elle peut le absolument, refaire tout à fait. dans des critères qui seront jolis, mais en restant asiatique et garder le caractère. Vous avez Voilà. parfaitement compris le Parce que principe. voilà, non, le parce que principe. les gens se disent pas, bah voilà,
voilà, moi je suis africaine, non, je peux rien faire. Ah bah si, s'il est moche, on peut le faire. On peut le faire, absolument. Mais il y a des vilains nez africains, il y a des jolis nez africains. Voilà. La seule chose que je veux dire, c'est si une patiente me demande de rendre son nez non africain, ce sera non. Voilà, il faut garder ses racines et ses Absolument. jolies et le porter. Tout à fait. Les patientes méditerranéennes ont des nez méditerranéens qu'il faut respecter parce que ça va bien Alors, avec c'est quoi leur type un nez méditerranéen. C'est un nez un peu plus fort qu'un nez de l'Europe de l'Est, oui, ça c'est clair, Ouais, ou ouais. d'Europe du Nord. D'accord. Absolument, tout à fait. Donc on doit garder, vous, alors c'est pareil. Je suis absolument pour le maintien des caractères ethniques sur un visage. Par contre, on est bien d'accord, elles peuvent courir des chirurgies esthétiques, elles finiront par trouver quelqu'un. Toujours, partout. Mais après c'est une question de conviction. J'irais même plus loin, peut-être d'éthique, à la rigueur. Mais là, on entre dans un débat. Ouais. Est-ce que chaque chirurgien a sa méthode de chirurgie ou est-ce qu'elle est écolière, vous voyez, est-ce qu'il y a une méthode ou est-ce que chacun a ses astuces? Je vais prendre une comparaison. Ouais, allez-y. Qui est pas très un pâtissier médicale. ou voilà, j'étais sûre que vous alliez me dire ça, ou un cuisinier. Il y a une recette de base. Ouais, voilà. Basée sur des grands principes. On ne peut pas les contourner, ces grands principes, parce que si vous faites une pâte à pain sans farine, ça ne sera jamais une pâte à pain. Non. Eh bien, en chirurgie, il y a des principes. Ces principes sont basés sur la longue expérience des chirurgiens, depuis l'histoire de la chirurgie, depuis l'Antiquité. Et on tire les enseignements de nos ancêtres et de nos prédécesseurs. Et ces principes qui ont été acquis, ces grands principes chirurgicaux, pour telle ou telle intervention, on ne peut pas les contourner. Et bien entendu, on les applique. Maintenant, je vais avoir une petite technique personnelle pour telle ou telle chirurgie. Un collègue à côté de moi va avoir une autre technique, mais les grands principes, les grandes lignes de cette intervention, de toute façon, seront les mêmes. On est bien d'accord. Voilà. Après, est-ce que c'est pas un petit peu l'œil du chirurgien? Vous savez, c'est de la... Je pense que chacun aussi a sa référence esthétique, non? Parce que là, ce que vous dites, il y a une notion de subjectivité. Non, j'ai pas dit ça. Je ne me permettrai pas. Il y a une notion de subjectivité. La chirurgie, c'est une science. Ouais. C'est quelque chose d'objectif. Mais c'est de l'esthétique. Donc ça reste quand même... Ça reste une science quand même. Tout à fait. Et quand on parle de l'œil du chirurgien, malheureusement, je pense que ça donne une subjectivité. C'est pas... Je veux dire, on est enfermé dans des règles autour desquelles on ne peut pas déroger parce que, je vous dis, il y a ces grands principes auxquels on est obligé d'adhérer. L'acte par lui-même. Amener sa petite touche personnelle. Voilà, l'acte par lui-même. Et par exemple... on va parler par exemple des prothèses mammaires. Il y a peut-être des chirurgiens qui préfèrent les poitrines plutôt généreuses et puis d'autres chirurgiens qui, dans leur goût personnel, préfèrent des petites poitrines et n'auront pas tendance à mettre du 95F. Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Vous comprenez? Donc après, il y a quand même l'acte qui est très... Je pense qu'il ne doit pas y avoir de subjectivité dans l'acte chirurgical. Est-ce que c'est pas obligé? Non, je vous explique. Et effectivement... Vous arrivez à rester complètement... Effectivement, vous avez raison. Des patients ont pour des chirurgiens, ont pour réputation, entre guillemets, de faire des gros seins. Des chirurgiens... Je vais pas donner le nom, mais par exemple, celui qui refaisait tous les nez des filles du Crazy, il y avait le docteur comme moi, on va pas le dire, voilà, parce qu'il avait une façon de faire ses nez qui était très particulière et que Bernardin adorait. C'était le propriétaire du Crazy Horse, voilà. C'était le nez à la parisienne. Voilà, c'était son esthétisme à lui. Mais ça, si vous voulez, ça n'empêche pas que la technique chirurgicale pour faire le nez, c'est la même. Voilà, mais lui avait son style. Après, il utilise la technique à sa façon il donne le résultat que lui a envie de donner. Mais la technique reste la même. Tout à fait. Pour obtenir que le résultat lui obtenait et pour obtenir le résultat que moi j'obtiens, on utilise la même technique. Voilà, c'est ça qui est important. Mais là où je dis que la subjectivité du chirurgien est importante... C'est ça aussi qui fait qu'on choisit un chirurgien plus qu'un autre. Je vais vous donner un exemple. Une patiente vient me voir en me disant « je veux des prothèses mammaires et je veux tel bonnet ». Si j'estime que ça ne va pas être proportionnel avec le reste de son torse, de ses épaules, etc., et qu'il n'y aura pas d'harmonie globale, je lui dirais « écoutez, ça ne vous ira pas, je ne veux pas faire ça parce que je trouve que c'est pas logique ». Je lui dis maintenant, ça ne veut pas dire que j'aime ou je n'aime pas les gros seins ou les petits seins. C'est simplement que je pense que ce que vous demandez, ce sera trop gros pour vous ou trop petit pour vous. C'est aussi valable dans l'autre sens. Et ce ne sera pas en proportion avec votre anatomie. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Auquel cas, allez voir quelqu'un d'autre qui, lui, acceptera, mais moi, je n'accepte pas. Voilà. Donc, c'est en ça, si vous voulez. Mais, une fois de plus, si je réalise un gros sein sur une patiente, c'est pas parce que j'aime le gros sein. C'est parce que j'ai estimé que sur cette patiente, ça lui allait bien. Enfin, ça lui allait bien. Harmonieux. Voilà. Je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les critères
métrique. C'est-à-dire que de façon morphométrique, j'estime que cette prothèse-là va être proportionnée à cette patiente. D'accord. Voilà, simplement. Mais je pense qu'il faut être quand même avoir un minimum de subjectivité parce que ça reste quand même une spécialité chirurgicale avec beaucoup d'objectivité. J'ai bien compris. Voilà. Je vous remercie, docteur. Donc, je rappelle votre nom, Lionel Choukroun, pour ceux qui ne vous ont pas reconnu. Voilà. C'est déjà la fin de l'émission. On n'a pas abordé, on n'a pas eu le temps de répondre aux questions Internet. On aura l'occasion de vous accueillir, j'espère, prochainement. Ce sera avec plaisir. Et voilà, l'émission passe trop vite. On vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous d'être venus jusqu'à nous. Voilà. On se retrouve ce soir à 19h pour votre émission Vous avez du talent. Je serai là avec Jackie. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à 15h pour voter pour votre candidat préféré. Passez une très bonne journée sur IDF1. Juste après moi, vous avez votre émission de cagnotte. Donc restez avec nous. On vous embrasse. Bonne journée à vous. Bye bye. IDF1.